parole au centre. Merci bien, bonsoir. C'est l'actualité climatique de la semaine passée. Et donc, on n'est pas au bout de nos surprises. Donc, la place du pétrole dans l'approvisionnement énergétique. Juste pour dire qui on est, on représente tout ce que vous voyez là, et des logos avec lesquels vous êtes familier si vous circulez en voiture ou même en vélo le long de la route. Et donc il y a une partie industrielle qui sont les raffineries et une partie qui sont des sociétés de distribution et qui distribuent dans leurs stations de plus en plus d'ailleurs d'autres produits que des produits pétroliers purs, puisqu'ils distribuent aussi du CNG ou même du LNG, je pense, et voire ont des connexions électriques à certains endroits. Alors, que représente le pétrole dans notre vie? En Europe, on produit 600 millions de tonnes en 2017. Et lorsqu'on regarde à quoi c'est employé, 65% va à la mobilité. Et donc les camions, les voitures, les avions, les bateaux et encore les camions. Et 25% à d'autres produits qui peuvent être du bitume, un produit de niche, on va dire, mais qui sert à faire les routes, quel que soit ce qui roule dessus, il faut des routes. Et la meilleure façon de les faire, c'est avec du bitume pour faire de l'asphalte. Et du coke également, si je me souviens bien, ça sert aussi à faire des électrodes pour des batteries, si je me souviens bien. Et puis à droite, vous voyez la partie plus foncée, qui est la partie pétrochimique. 10% de l'usage du pétrole sert comme matière première, donc non énergétique. Ça, c'est au niveau européen, et au milieu, je vous ai mis ce que c'est en Belgique. Et une des choses particulières en Belgique, c'est que nous consommons 9 millions de tonnes par an, et c'est plus ou moins flat comme courbe. Et à côté de ça, nous consommons, en tant que matière première pour l'industrie chimique, 8,5%. Et vous voyez tout de suite le ratio par rapport aux 23 millions de tonnes. On est largement au-dessus du pourcentage de la moyenne européenne. Et une des raisons principales pour cela, c'est que nous sommes, la Belgique, et avec le Benelux, situé au cœur du complexe pétrochimique et pétrolier de l'Europe. C'est le plus grand du monde. Les Texans vous diront que non, c'est chez eux. Non, c'est ici. Et donc, qui est un assemblage de tas de raffineries intégrées à des complexes pétrochimiques. Et vous voyez sur la partie droite, ce sont les pipelines. Et donc, pour taquiner l'hollandais, on dit toujours qu'il y a Antwerp Nord, le nord Anvers Nord, ça c'est Rotterdam, et on a Anvers Sud, c'est le complexe de Feuilly. Et dans un pays fédéralisé, c'est parfois important de rappeler que Feuilly est d'une certaine façon aussi Anvers Sud. Je ne l'ai pas encore sorti à Margam, peut-être bien, je me souviens plus. C'est important aussi ce que je vous ai dit là, parce que vous verrez à la fin que le pétrole deviendra un peu plus chimique que purement pétrole. Une dernière chose qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on a la chance, ça dépend comment on le voit, mais en tout cas, il y a en Belgique ce qui s'appelle les prix maximum, qui donne une espèce de mécanisme tout à fait prévisible pour être certain que les prix montent et descendent de façon fiable en fonction du marché. Et les petites flèches se sont décalées là. Ce que je voulais vous indiquer, c'est ce qui s'appelle la cotisation APETRA. Et APETRA, ça finance les stocks stratégiques. Et donc le pétrole a un stock stratégique pour le pays qui doit couvrir un certain nombre de jours de consommation.
Et donc c'est financé par un petit bout de redevance dans le prix à la pompe. Et puis vous voyez en dessous, Axes et cotisation énergie, qui est la partie bleu clair, là. Et quand vous la regardez par rapport à la partie bleu foncé, qui est le produit, vous voyez que la partie Axes et cotisation énergie est nettement plus grande que le coût même du produit. Et donc ça c'est un élément tout à fait particulier. De façon très macro, si vous reculez et vous regardez le continent européen et le continent américain, aux États-Unis, il n'y a pas d'Axes. L'énergie est moins chère. Résultat, ils consomment 2 fois plus d'énergie que nous dans la voiture sûrement. Et donc les Axes ne s'appellent pas, dans notre cas, une taxe CO2, mais vu de très loin, c'est l'effet que ça fait. Un jour, on la rebaptisera peut-être, on verra bien. Donc économiquement, entre ce que vous voyez à la pompe, dans le cas du diesel ici, et le prix du brut, il y a toujours un petit écart, et ces deux produits subissent indépendamment en partie les lois du marché. Et donc l'espace entre les deux, c'est ce que gagne le raffineur. Et donc quand l'écart est grand, il est content, il gagne de l'argent, quand l'écart est tout petit, il pleure. Et pour avoir travaillé dans une société pétrolière, évidemment, je me souviens que les raffineurs, vous ne me croirez pas, me pleuraient souvent. Alors quand on lit ça à la consommation, on a déjà vu des formes de ce graphique plusieurs fois. Les barrettes à gauche que vous voyez, c'est donc pour les différentes sources d'énergie, la consommation mondiale. Pas exprimé en terawattheure, je devrais me résoudre à ne plus parler de tonnes équivalent pétrole, mais d'exprimer le pétrole en terawattheure un jour. Ça va être une révolution dans ma tête, étant celle de beaucoup d'autres. Et donc vous voyez la consommation mondiale, la première pour le pétrole, 4,4 milliards de tonnes. L'Europe là-dedans fait 613. Et vous voyez tous les petits blocs extrêmement petits, les bleus, ça c'est ce que représente l'Europe dans la consommation énergétique mondiale. Et donc quand vous rapportez ça aux émissions de CO2, dans le cas où il y en a, ce n'est pas ça qui va changer la face du monde, évidemment. La responsabilité que nous avons, c'est que dans la courbe de développement économique, technologique, etc., nous sommes en avance, pour le dire comme ça. Et donc, c'est une responsabilité sociétale d'être parmi les premiers à s'engager dans une voie de réduction du CO2. Et lorsqu'on fait des projections de 2016 à 2040, et qu'on exprime ça en termes de CO2 par personne, donc c'est vous, c'est moi, les émissions de CO2, c'est 5,7 tonnes en Europe pour le moment. Et on prévoit, forecast, que ça descendra à 3,9 en 2040. Donc par rapport aux objectifs moins 80%, on n'y est pas, ça on est d'accord. Les États-Unis, même chose. Et vous voyez les autres grandes régions qui vont rester quasiment constantes. Quelles sont les raisons? Développement économique, lifestyle. Dans le monde, il y a à peu près 2 milliards de personnes qui sont en train de sortir de la pauvreté et passer à la classe moyenne. Et la classe moyenne, ça veut d'abord dire une pétrolette, et puis une petite voiture, et puis de l'électricité, et donc consomme. La Chine a, pendant de nombreuses années, installé une centrale électrique au charbon par semaine. C'est l'évolution de la croissance économique. Enfin, c'est la croissance économique et c'est le changement de lifestyle. Alors, où est le pétrole dans les émissions de CO2 en Europe? Parfois, je suis content de ne pas être impliqué dans la production d'électricité. On l'a encore vu là tout à l'heure. Le pétrole ne fait pas depuis très longtemps d'électricité, certainement en Europe.
Le transport, hein, on l'a vu là tout à l'heure, 65% des produits c'est la mobilité, donc c'est le transport. Ça, c'est, je veux dire, ça nous revient, on est lié à cette problématique-là. Nous sommes aussi en partie dans le petit bloc rose en bas, résidentiel. Effectivement, il y a une partie du chauffage qui se fait avec du mazout, comme on dit en Belgique. Donc, ça, c'est les grands sujets. Et lorsqu'on voit comment ils se sont développés depuis 1990, et les couleurs sont les mêmes, donc la couleur verte, je vois que les petites couleurs les références de couleurs sont parties, donc en tout cas le vert c'est le transport, et vous voyez que le vert, croissance économique, domine les réductions technologiques qu'on peut obtenir, et donc on est toujours en augmentation des émissions de CO2 pour le transport. La ligne rouge qui descend, c'est le résidentiel. Meilleure chaudière, conversion au gaz, dirait Bérénice, maisons mieux isolées. Tout au-dessus, le mauve, c'est vos city trips à Barcelone et d'autres endroits. Alors, lorsqu'on regarde ça très globalement, qu'est-ce qui va se passer en projection entre 2016 et 2040 pour la consommation de produits pétroliers, exprimée ici en millions de barils par jour. Donc actuellement, on est environ 95 sur le monde, 95 millions de barils par jour. Ben, ça va évoluer, mais vous le voyez tout à fait à droite. Pas de beaucoup. Et donc il y a une analyse de la variance là. Les bâtiments vont consommer moins, hein, on va isoler, etc. Les véhicules, les voitures ne feront pas de croissance, vont même décroître légèrement. Combinaison de différentes technologies contrecarrées par le lifestyle des nouvelles classes moyennes dans le monde. Le transport routier qui augmentera parce que la croissance économique fait augmenter le transport routier encore plus. Et les city trips continueront, vous continuerez à acheter des produits en Chine qu'on fera venir par conteneur. Et également la pétrochimie augmentera sa part, on consommera, on fabriquera plus de plastique. Non pas pour en faire des sachets pour l'océan Pacifique, mais pour en faire des choses un peu plus utiles. Alors, comment ça se traduit pour le transport? Et ça, c'est une slide que j'aime présenter, parce qu'il y a souvent un peu d'incrédulité. C'est une slide que vous pouvez trouver sur le web aussi. C'est ce qui s'appelle le Energy Outlook que publie chaque année ExxonMobil et qui fait une projection comment va évoluer la consommation des énergies et en particulier des produits pétroliers. Et donc, dans leur projection, ils prévoient que les voitures électriques, qu'elles soient en plug-in hybride ou en batterie, vont augmenter fortement. Certains s'enthousiasmaient sur l'augmentation exponentielle. Ici, on la retrouve également. Et lié à ça, et c'est ce qu'on voit à droite, c'est ce qui va incurver vers le bas la demande de produits pétroliers pour le transport en particulier. Et donc, bien sûr, ces chiffres sont revus chaque année en fonction des progrès technologiques qu'on voit régulièrement. Et donc, c'est un fait, les véhicules électriques seront une alternative aux véhicules avec des carburants fossiles. Et comment regarder ça? On peut regarder ça à travers le poids des batteries comparé à la quantité d'énergie qu'on a dans un véhicule.
C'est un graphe qui n'a pas été produit par des pétroliers. La source est Fuels Europe, mais ça vient, je pense, de Bloomberg, si je me souviens bien, qui avait pris les poids le contenu de tous les réservoirs, aussi bien pour une motocyclette que pour un gros bateau ou pour un avion, et convertit ça avec l'équivalent nécessaire en tonnes de batterie. Bon, on ne va pas discuter si les facteurs de conversion sont tout à fait exacts, mais ce qu'on voit, c'est que dès qu'on arrive au camion, ça devient déjà un peu plus compliqué de faire du tout électrique. Alors il y aura des progrès dans les batteries, on passera d'une batterie qui sera plus de 13 tonnes, mais peut-être de 5 tonnes ou de 4 tonnes. On verra, hein. Le progrès est rapide, mais la répartition se fait comme ça. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a des domaines où la part de marché de l'électricité deviendra importante, et puis il y a d'autres domaines où elle sera un peu différente. L'avion, évidemment, ce n'est pas évident de remplacer 100 tonnes de kérosène par quelque chose d'électrique. Et donc, très clairement, l'usage des combustibles liquides et leur futur sera challengé, et leur existence sera conditionnée par leur contenu en renouvelable. Et ceci vient d'une étude qui a été faite en Allemagne, dans le cadre du grand dialogue entre les constructeurs automobiles et le secteur pétrolier en particulier, et qui indique que dans environ 60% de la consommation d'énergie venant du pétrole, elle pourrait être substituée par autre chose. Et si les liquides veulent être en compétition, ils doivent l'être à travers du renouvelable. L'autre partie, ce sera un peu moins facile, hein. On a vu les avions et les bateaux. C'est peut-être un peu plus compliqué de faire autre chose que du fossile pour des raisons de contenu énergétique. Et là aussi, on a une obligation de réduire le CO2, et donc il faudra le faire avec du renouvelable également. Alors, nous sommes évidemment, à travers les moteurs thermiques, régulièrement challengés sur toutes les émissions que génère l'utilisation des carburants dans les moteurs thermiques. Et ce que vous voyez là, vous voyez la petite ligne verte qui descend, c'est les émissions de NOx des camions qui diminuent régulièrement à travers les systèmes qui sont installés pour capter cet NOx. Et vous voyez un peu moins bien une petite ligne bleue qui ne descend pas fort, c'est les voitures. Et il y a donc deux histoires. Il y a une histoire de camion où il y a un progrès, une avancée, et il y a les voitures où l'avancée ne s'est pas faite, elle n'est en tout cas pas au rendez-vous. Et ça se traduit très souvent à travers un tel graphique où on voit les barrettes vertes pour les différents systèmes de normes d'émission des voitures. Vous avez déjà entendu ça, Euro 1, Euro 2, Euro 3, hein, dans les zones à basse émission, c'est cela qu'on interdit. Et donc, où on voit que la descente s'est faite trop lentement, en tout cas elle ne s'est pas faite avec l'Euro 5, que du contraire. Et donc, on devra attendre jusqu'au-delà de 2020 pour avoir des systèmes qui maîtrisent mieux les NOx. Et à ce moment-là, la courbe qui restait un peu flat, elle commencera à descendre. Et on atteindra des performances de captation de NOx qui seront tout aussi bonnes. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fin de compte, un combustible liquide, qu'il soit fossile ou renouvelable, en fin de compte, se doit d'être vertueux en termes à son utilisation, en termes de génération de CO2 et en termes de génération d'NOx.
Et donc, ce que les constructeurs de camions ont fait, vous voyez le petit truc, le petit camion qui est là tout seul au milieu, ils ont réussi à changer de technologie et à se mettre au niveau d'émissions qui sont maintenant comparables avec d'autres technologies alternatives qui sont proposées. Ça, c'est pour le NEX. Et puis, le défi, ce sera de bouger à l'horizontale pour réduire les émissions de CO2. Parallèlement à ça, il y a évidemment les progrès technologiques même des constructeurs en général. Je le passe. Et donc, comment produire des carburants qui ont un plus faible contenu en carbone, ce qu'on appelle en anglais des lower carbon fuels. Il faudra utiliser de nouvelles technologies, et plusieurs orateurs ont déjà mentionné. Soit cela viendra de la biomasse, qu'il faudra convertir de façon... ça devrait être une biomasse sociétalement acceptable. Peut-être plus les maïs eux-mêmes, mais la tige du maïs. Ça devra aussi venir de ce qu'on a appelé tout à l'heure le power to gas, mais où toutes les technologies existent pour aller de power to gas and gas to liquid, qu'on appelle le GTL, et qu'on peut faire démarrer à partir d'énergies renouvelables, électricité solaire ou le vent, ou même marée motrice, pourquoi pas, pour faire de l'hydrogène et pour ensuite lui attacher du carbone et faire des plus longues molécules de carburant liquide. Et donc à ce moment-là, on sera dans un contexte où la raffinerie ne sera plus la raffinerie qu'on a aujourd'hui, ça ressemblera beaucoup plus à une usine chimique. Elle prendra encore du pétrole qu'on convertira en grande partie en matière première, ce que d'autres ont dit, pour l'industrie pétrochimique, tout ce qu'on en fait après. Mais il y aura d'autres éléments d'entrée, hein. Il y aura de la biomasse, il y aura du CO2 parce qu'on le captera, il y aura des déchets, et il y aura aussi, et on le voit là juste au-dessus, de l'électricité renouvelable et de l'hydrogène. Et tout ça combiné va faire un nombre de carburants avec des composants, avec une partie renouvelable plus importante, tout en gardant le bénéfice du carburant liquide qui, dans certains cas, est, on va dire jusqu'à présent, incontournable. Et donc, c'est vers ça qu'on va. Je suis presque fini. Les véhicules, believe it or not, auront des émissions plus basses. Les carburants à plus faible contenu au carbone vont se développer avec plus de renouvelables et une transformation chimique ou de la synthèse qui vont arriver jusqu'à ce qu'on appelle les diesels paraffiniques qui existent d'ailleurs déjà sur le marché. Et donc, ça permettra d'aborder, d'utiliser une grande variété de sources, et on s'appuiera pour cela sur des procédés qui sont existants ou qui sont en cours de développement. Voilà. Et donc, de ce point de vue-là, la station-service où vous allez acheter votre café continuera à exister, et elle aura quelques éléments en plus. Parfait. Voilà.